Allô tout le monde et bienvenue sur Objectif Québec, le podcast. Salut Christelle. Salut Jean-Michel. C'est bien? Bah oui, toujours très bien. Super. Alors tu me connais, tu vas encore croire que je vais parler de moi, mais c'est pas parce que je fais 1,70 m, mais tu vas voir, aujourd'hui, on va comprendre que de petites tailles peuvent créer vraiment de très grandes choses. Pourquoi je dis de petite taille? C'est parce qu'ici, on est dans la ville de Québec. La ville de Québec, c'est pas une grande métropole internationale, c'est 500 000 habitants. Ça reste à taille humaine. Et pourtant, dans cette ville de Québec, il y a probablement l'une des universités les plus désirables et les plus prestigieuses au monde, l'une des plus grandes universités qui soit, c'est l'université Laval. L'université Laval, c'est une université, mais au regard de la ville, c'est au-delà. C'est vraiment imbriqué dans la ville. Et c'est pour ça qu'avec Christelle, on s'était dit que on ne pouvait pas passer à côté pour vous faire découvrir le Québec, pour vous faire découvrir les Québécois. On était obligé de vous parler de l'université Laval. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui et que nous avons la chance de recevoir François Gélineau. Bonjour. Bonjour Bonjour François. Gélineau, qui est vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable de cette prestigieuse maison. François, ma toute première question, c'est quelle est l'histoire de cette université et comment se fait-il qu'une telle université s'installe ici, à Québec, et soit à ce point ancrée avec la vie locale? D'abord, bonjour. Merci de m'accueillir dans ce podcast. Très heureux de pouvoir échanger avec vous sur cette belle université qui est l'Université Laval. Et d'ailleurs, je veux vous féliciter. Combien de personnes font l'erreur de dire l'Université de Laval? C'est pas la même? Euh, elle n'existe pas, l'Université de Laval, parce que l'Université Laval est située dans la ville de Québec et non pas dans la ville de Laval, donc qui se trouve à plus de 250 kilomètres de notre Rien à voir. université. Le nom est issu de la même personne, le Monseigneur François de Laval, qui a donné son nom à la ville de Laval, mais surtout à l'Université Laval et qui en a été le premier recteur. L'Université Laval est une université qui a beaucoup d'histoire dans les Amériques. C'est la première université francophone à avoir été fondée dans les Amériques. Elle existe de par une charte, la charte royale de 1852, qui a été adoptée par la reine Victoria. Je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure, mais l'Université Laval existe antérieurement à cette date à travers le Séminaire de Québec. Donc, le Séminaire de Québec, qui lui existe depuis plus de 350 ans, a consacré beaucoup d'efforts à former les citoyens au-delà de l'archéologie. Donc, ils ont rapidement ouvert leur programme de formation à la formation sociale, économique, et éventuellement, elle est devenue l'Université Laval, donc en 1852. Et fait intéressant, en 1852, nous sommes une colonie britannique et la reine Victoria constate qu'il y a de la grogne chez les francophones parce que il existe 5 ou 6 autres universités dans le Dominion, sur le territoire de la colonie, mais ce sont des universités qui sont essentiellement anglophones. Et donc, la population francophone n'a pas de lieu où acquérir une formation de niveau universitaire. Donc, la reine Victoria, par une charte royale, crée l'Université de Laval et qui devient la première université francophone des Amériques. On Ouais. apprend des choses. Ah bah ça, on apprend des choses. Moi, j'ai toujours été étonné à quel point cette université, au-delà de, je veux dire, c'est étonnant ce que je veux dire, au-delà de l'aspect universitaire, mais à quel point elle était Mmh. imbriquée dans la ville de Québec et même un peu plus loin, dans le cœur des Québécois. Sincèrement, bon, je commence à avoir un certain âge, ne dis rien Christelle, merci. Chouette. Et ayant qui plus est vécu ici, j'ai souvent rencontré des gens qui sont passés par l'université Laval. Mais j'ai aussi souvent rencontré des gens qui sont passés par d'autres universités. Et très sincèrement, je n'ai jamais, heu, je crois, ressenti autant de fierté qu'auprès des gens qui sont passés par ici. Heu, Ils n'ont pas fait leurs études ici. Ils sont de l'université Laval. Il y a quelque chose qui dépasse le cadre de l'enseignement et j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi il y avait à ce point une telle, imbrication entre la société et cette, j'allais dire, cette institution. J'ai même pas envie de dire, université. Je pense que vous l'avez mentionné dans votre introduction, hein, c'est une ville de taille humaine
Et l'Université Laval y occupe une place importante. Donc, il y a une espèce de symbiose entre l'université et la ville. Il y a d'autres établissements universitaires qui sont installés, notamment à l'ENAP, l'INRS, l'Université du Québec à Rimouski a un campus pas très loin. Mais l'Université Laval, de par son histoire, son importance, parce que c'est un gros campus, le campus de l'Université Laval actuel, parce que nous avons déménagé le campus dans les années 50, mais le campus actuel, c'est quelques kilomètres carrés, 40 pavillons, beaucoup d'espaces verts. Ça occupe une place importante au sein de la ville. Et oui, au niveau physique, mais aussi au niveau, on forme de nombreuses personnes qui vont ensuite travailler dans la communauté. Donc, il y a cette symbiose qui existe entre la ville et ça s'illustre par plein d'autres phénomènes. On est une ville où le sport universitaire est très prisé. D'ailleurs, dans quelques jours, nous aurons un match de finale provincial du réseau des sports universitaires du Québec au football américain. Donc, l'Université Laval et l'Université de Montréal s'affronteront ce samedi dans un Ah, match de finale. Lors de la dernière visite des Carabins, donc de l'Université de Montréal sur le campus, nous avions 20 000 personnes au stade de football. 20 000 personnes sur un campus universitaire, c'est exceptionnel. alors ça, c'est très bien qu'on parle de ça parce que, les universités nord-américaines, vues de France, font rêver justement pour ce genre d'engouement. Le sport universitaire, enfin qui a une importance, La alors place, ouais. ici, mais une place, une dimension. Enfin moi, j'ai toujours été surpris, de voir qu'on regardait le sport universitaire américain à la télévision. J'ai eu la chance de faire un petit peu de sport universitaire. Si j'avais 3 personnes dans le stade, qui regardaient et en général, c'était, soit nos copines, soit nos parents, c'était le Mmh. maximum. Ici, il y a enfin, c'est vraiment la grande université. 40 bâtiments, une dimension sportive, dingue, c'est une forme de rêve, quoi. J'ai ce ma Oui, j'ai je pense que pour des Français, en tout cas, si on parle, à la population qui nous écoute, le plus, pour des Français, oui, c'est un rêve, mais c'est un rêve qui est, accessible et heu et qui va apporter, oui, une résonance et une dimension qu'on ne connaît pas autant en France, même si on a des très belles universités. Mais il y a autre chose, il y a autre Je pense chose. que vous avez raison. Moi, je compare souvent l'Université Laval au campus qu'on voit dans le Midwest américain, où justement le sport universitaire est très important. La cité universitaire est une cité en soi, donc des terrains assez vastes. Et, mais on se trouve dans une culture qui est beaucoup plus proche de la culture européenne. Donc, c'est un peu une hybridation entre la culture et l'espace nord-américain et nos racines européennes. Et on a le Vieux-Québec qui est à quelques kilomètres d'ici, à quelque part, qui là ressemble à des villages un peu partout en France. Donc, on a. C'est un côté rassurant pour un Ouais. Français généralement, même si on a, des fois des jeunes qui veulent vraiment aller voir autre chose et tout ça, mais ce côté rassurant de se dire on est rattaché un petit peu à notre culture quelque part, c'est des fois beaucoup mieux que de se lancer dans un grand bain bien ailleurs, aux États-Unis. Donc je pense que c'est ce aussi pourquoi l'université, marque peut-être un peu plus les Français et cet attrait-là, l'université, on est partenaire avec elle depuis 5 ans, on accompagne et là aussi je dois dire si on rentre un petit peu sur un volet, plus académique, et de collaboration et de partenariat, heu, j'ai vu et je vois encore une collaboration avec l'université Laval qui est bien différente des autres universités. On parlait tout à l'heure de taille humaine dans tout ça, même si elle est gigantesque et quand on accompagne, nous, des Français qui veulent aller à l'université, heu, cette collaboration qu'on a créée, c'est on a une personne à l'université, on a un référent. Ça veut dire qu'on a des Français qui viennent nous voir, on leur parle, on fait la promotion de l'université, mais on a tout de suite un référent derrière de l'université pour en parler bien mieux que nous, parler des détails, des programmes, pour parler de tout ce qui s'y passe et ça, c'est pratiquement
que l'université Laval qui propose ce côté humain-là. Et pour nous, en tout cas, qui sommes sur, ces valeurs-là, c'est pour ça aussi que l'université fait une telle différence dans notre collaboration, au Québec. Et c'est important pour nous d'être un milieu d'accueil qui tient compte des spécificités de chacun, qui fait en sorte que chacun se sent à l'aise. Et c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on a aussi, je pense, et ça s'applique peut-être à l'ensemble des universités québécoises, une culture universitaire dans la relation entre l'enseignant et l'étudiant qui est assez différente de ce qu'on retrouve de façon plus traditionnelle en France. Donc, on a assez peu de cours qui se donnent dans des grands amphis de 600 étudiants. On est dans une relation entre le professeur et l'étudiant qui est assez ouverte. Les professeurs sont accessibles, les enseignants échangent avec les étudiants. Et on s'attend à ce que les étudiants soient engagés dans leur formation. Donc, ce n'est pas simplement une transmission de connaissances, c'est un apprentissage qui implique l'engagement de l'étudiant. Et ça, pour nous, c'est important. Et pour le faire, ben, il faut justement qu'on accompagne les étudiants parce que les étudiants qui nous arrivent de l'international, souvent, sont un peu bousculés par cette pratique, C'est ça. mais qui fait un peu notre marque de commerce. C'est ça, puis ils sont pas, enfin, en tout cas, nous, on le sent pour ceux qu'on accompagne, ce ne sont pas des numéros. C'est vraiment des non, mais c'est important parce que c'est quand même, c'est pas partout comme ça et ce sont pas des numéros et cette prise en considération de l'humain, pour moi, en tout cas, elle fait une différence, considérable pour, bah, en tout cas, pour des Français qui ont envie d'étudier, au Et je Québec. vous dirais que depuis quelques années, avec le resserrement des règles d'immigration, on essaie d'établir ce contact-là et ce lien de confiance dès le premier moment. Dès que l'étudiant se manifeste et nous interpelle pour poser des questions sur le processus d'admission, on essaie de maintenir un contact. Ensuite, la personne va déposer son dossier de candidature, on va maintenir le contact. Et une fois qu'on fait l'offre d'admission, ben, on l'accompagne aussi dans les procédures d'immigration, ou du moins on met du personnel à la disposition des candidats pour faire en sorte qu'ils puissent traverser l'ensemble de ces procédures avec le plus de fluidité possible. Et cette relation humaine, elle se sent effectivement, elle est d'autant plus admirable que, juste pour remettre en perspective, on ne se parle pas d'une petite université ou d'une école de quartier, c'est l'université Laval. C'est combien d'élèves à peu près sur l'université Laval? Dans une année complète, on a environ 56 000 étudiants qui s'inscrivent à l'Université Laval. C'est tout petit, Hein? 56 000 en accompagnement individuel, commence à y avoir une vraie politique volontariste là, voilà. Alors, on n'a pas 56 000 étudiants internationaux, mais Et justement, combien d'internationaux sur ces 56 000? actuellement, on est à peu près à 10 donc 5 à 6 000 étudiants internationaux, dont à peu près le quart vient de France. D'accord, OK. Oui, quand même, Ouais, ça fait voilà. une très belle Mais population. vous parliez d'accueil, de taille humaine à l'université, et je pense que ça, c'est important. C'est un milieu de vie. Vous le voyez derrière nous, il y a des tables. Moi, quand je suis arrivé à l'université comme professeur en 2006, cet espace-ci est un grand espace qui était simplement vide, sans mobilier. Et on a fait un effort, surtout après la pandémie, de créer des espaces de rencontres un peu partout sur le campus. Donc, il y a des espaces plus formels comme celui-ci avec des tables de travail, mais on a déployé partout sur le campus ce qu'on appelle des espaces de bien-être. Donc, on installe des hamacs, des chaises de repos, des vélos stationnaires pour que les étudiants puissent s'installer et faire une rencontre active. On a également aménagé notre campus. L'hiver, on trace une piste de ski nordique, de ski de fond sur le campus. On a un anneau de glace, on loue des skis, on loue des patins. On a dans les boisés des pistes de raquettes, des sentiers de raquettes. Donc, on essaie de rendre le campus attrayant et que ça soit un réel milieu de vie. Bah, ça, je pense que ça donne envie, hein, quoi qu'il arrive. Moi, j'ai envie de reprendre mes études. Ah, tu Bon, peux? oui, Et non, mais c'est la particularité du Québec je aussi, sais, c'est qu'il y a pas de on le dit assez toute l'année, c'est vrai. il y a pas d'âge pour, aller faire ses études et puis, on n'est pas cloisonné, Mmh. hein. Bon, tu veux vraiment que je reprenne mes études, c'est ça l'idée? Mais vous savez, on s'investit beaucoup dans l'enseignement tout au long de la vie.
Et surtout dans le contexte actuel où la transformation technologique est si rapide, même les gens, les professionnels en exercice ont besoin de se recycler, d'adapter leur formation. Donc, on a vu au cours des 10 dernières années une multiplication des programmes, de programmes courts qui sont plus adaptés à la réalité d'une personne qui travaille depuis 10, 15 ou 20 ans et souhaite ajouter à son curriculum de formation pour se donner de nouvelles Et compétences. ça, c'est vraiment culturel quand même parce qu'en France, c'est beaucoup moins marqué. C'est-à-dire qu'on voit très peu, même s'il y en a et tant mieux, mais on voit très peu d'adultes, qui auraient après à 30 ans ou 35 ans ou 40 ans dire: «Je vais aller à l'université pour reprendre même un cursus, pour compléter». C'est quelque chose de culturel qu'on n'a pas en France et qu'au Québec, c'est marqué et on se pose pas de questions. C'est normal, on change de travail, on se remet à niveau, on évolue dans son travail, on repasse par un cursus universitaire. Ça m'avait marqué effectivement parce que quand je suis arrivé au Québec et moi je suis arrivé au Québec en période de pandémie, ce qui pour le réseautage a été un petit peu plus compliqué. Donc j'ai voulu réseauter avec ce qui j'avais sous la main, à savoir LinkedIn et très vite sur les profils des professionnels québécois, effectivement, je remarquais ce qui m'a vraiment, vraiment choqué, qu'il y avait très régulièrement des reprises d'études courtes pour des spécifications et que le retour à l'étude était prévu dans la carrière, que c'était normal, que c'était sain et tout et en fait, j'avais, face à moi des gens qui, tout en ayant à peu près le même âge que moi et tout, là où moi mes études, datent d'il y a 30 ans, enfin, grosso modo, ils sont beaucoup plus à jour que C'est ça, moi. Voilà, ils sont ouais, c'est beaucoup sûr. plus au fait. Le modèle classique de formation en début de vie, ensuite pour se former à une profession, exercer sa profession pour le reste de sa vie, il est en mutation. Et je vous dirais que les nouvelles générations, elles sont beaucoup plus dans l'expérience présente et ça nous force à revoir notre offre de formation. Évidemment, on continue à offrir nos programmes de 3 ans, 4 ans de formation initiale, mais on ajoute de la flexibilité pour donner l'occasion aux gens qui souhaitent explorer des différentes avenues de pouvoir se concocter une formation en butineux dans différents secteurs ou encore de retour aux études. Oui, c'est ça, par rapport à la France, il y a quand même beaucoup d'ententes, en matière d'études qui font que c'est quand même assez facile pour un Français qui voudrait, poursuivre ses études ou même reprendre ses études à l'université. C'est quelque chose qui existe. Un jeune qui finit, bah, bien sûr, qui a son baccalauréat, peut, s'inscrire, sur un baccalauréat québécois, mais quelqu'un qui aurait une licence, en France, pourrait venir, faire une maîtrise au Québec et cetera. Donc ça ouvre des perspectives d'aller chercher aussi un diplôme québécois pour pouvoir aussi, dans la logique, même si des fois c'est pas la logique de l'immigration un petit peu en ce moment, mais d'aller chercher quand même des compétences du pays, de la province et de se dire: «Je vais avec ce diplôme-là être sur le marché du travail». C'est quand même quelque chose qui est, riche. On a aussi toute une série de cheminements bidiplômants qui permettent aux étudiants qui sont inscrits dans une université française, beaucoup au cycle supérieur à la maîtrise, d'obtenir une diplomation à la fois de l'université française et de l'université Laval. Donc, il y a des ententes comme ça entre différents programmes. On a des programmes aussi avec les écoles de génie. Certaines écoles de génie françaises, les étudiants en génie en France doivent faire leur quatrième année en mobilité internationale. Ils viennent chez nous, ils prennent des cours, à l'Université Laval pendant 1 an et parmi ces cours, on leur permet de prendre des cours de niveau, master, maîtrise et au terme de l'année, on leur dit ils le savent en arrivant, mais, au terme de l'année, ils peuvent poursuivre 1 année supplémentaire et ils quittent le Québec avec, évidemment, leur diplôme de génie français et une maîtrise, l'équivalent du master 2 là, donc, une maîtrise complète, qui est en 1 année supplémentaire seulement. Donc, il y a plein de cheminements comme ça qui existent pour justement accommoder, la mixité de formation et les liens qu'on entretient avec, nos partenaires français. Et c'est pour ça que tous ces cheminements-là, c'est des fois complexe. On les voit pas forcément parce qu'on se dit: «Tiens, en tant que Français, on ne sait pas, on n'imagine pas» et c'est pour ça que c'est important de pousser la porte et c'est pour ça que moi j'apprécie le fait qu'on ait un référent à l'université, qu'on puisse en parler parce que, tout n'est pas dit, sur les réseaux sociaux, sur les choses comme ça et
là, quelque part, vous venez de mettre le doigt sur le fait que chacun est différent, chacun a des particularités et il faut qu'on s'attache à chacun pour savoir et mettre en place un parcours qui lui correspond et je pense qu'à l'université Laval, c'est ça en tout cas qu'on est capable de faire, c'est s'attacher à chaque personne et trouver un programme parce qu'il existe plein de passerelles, plein de choses qu'on n'imagine pas en tant que transgenre. Mais vous l'avez dit, hein, je pense qu'on on multiplie les efforts pour faciliter l'intégration et l'accueil des étudiants parce que l'Université Laval, c'est gigantesque avec 56 000 étudiants, plus de 600 programmes de grade, c'est 17 facultés, on peut s'y perdre. Donc, mais on a un accueil qui est, très décentralisé. Donc, chacun des programmes, vont, prendre en charge, les étudiants qui arrivent de l'extérieur. Il y a dans plusieurs programmes, il y a des programmes de mentorat, donc où on perd les étudiants avec des étudiants qui sont là depuis plus longtemps. Il y a des services de soutien pédagogique, et d'aide générale. On a un bureau de la vie étudiante qui offre des services à tous les étudiants, incluant les étudiants internationaux. Donc, on essaie de déployer le plus grand nombre de services pour Ouais, mais c'est accommoder important. le... Il y a je prends un exemple, il y a très peu de temps, j'accompagnais un candidat, adulte, avec qui on avait imaginé parce que, voilà, il avait des objectifs, des choses en tête et de reprendre sur une maîtrise et donc je l'avais mis en relation avec l'université et en fait, il est ressorti en se disant: «Mais ça va être mieux que ça parce qu'on m'a proposé un doctorat, parce que j'avais une particularité, une singularité» et j'ai dit: «Voilà, c'est ça qui est magique, c'est que on est au départ, on parle de l'université, on en fait la promotion, on relate tout ce qu'on dit là et il y a ce fil conducteur qui va, bah, des fois même au-delà de ce qui peut être, imaginé. Donc je pense que c'est ce qui fait vraiment la particularité de l'université Laval, de ce que j'en vois, c'est, cette proximité-là et Et on a le privilège aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est un campus qui est un peu le milieu de vie. On a 2 300 chambres en résidence sur le campus. On parle beaucoup, hein, c'est vrai en Europe, c'est vrai ici, de la crise du logement. Euh, on n'est pas épargné par la crise du logement dans la région de Québec, mais on s'en tire plutôt bien. Donc, l'Université Laval a une offre de logement en résidence sur le campus. Il y a une offre qui est très généreuse à proximité du campus, qui est facile d'accès partout en ville. On espère avoir un tramway d'ici quelques années à Québec, si vous suivez l'actualité. Mais l'université est bien connectée sur le réseau de transport public. On a des chantiers de construction actuellement pour ajouter aux résidences. Donc, on a un bâtiment dont on a inauguré le chantier il y a quelques semaines qui va comporter 1 180 chambres additionnelles, dont une trentaine d'appartements avec plusieurs chambres. Donc, on essaie, il y a d'autres chantiers qui sont lancés dans la ville de Québec là, par des entreprises à but non lucratif pour fournir davantage de logements. Donc, moi, je ne m'inquiète pas au niveau de l'accueil, au niveau logement, et la ville de Québec est très agréable. Tu vois, Christelle, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure sur, l'exemple que tu donnais sur ce candidat, avec l'accompagnement que l'université lui a proposé et qui, au final, a dépassé ses attentes. Et du coup, je comprends mieux ce que je disais au début, à savoir ma question, mais pourquoi est-ce que tous ceux que j'ai rencontrés qui sont passés par l'université Laval se sentent à ce point-là attachés à ce lieu, à cette histoire et je veux dire à ce blason? Heu, Bah, forcément, je veux dire si on enfin voilà, si je m'adresse à une entreprise, à une ent quelque chose pour un service et qu'au final, c'est pas un service qu'on me donne, c'est-à-dire qu'on repense avec moi et qu'on change ma vie, forcément que je vais l'avoir au cœur, cette université, toute ma vie. Autre point sur lequel j'aurais voulu rebondir, on est passé vite fait, mais 600 programmes, 17 facultés, que faut quand même se rendre compte. Ça veut dire que François, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais à peu près tous les secteurs possibles de les apprentissages sont couverts par l'université Laval. Écoutez, c'est une université généraliste. On couvre à peu près tous les domaines, sauf l'optométrie, médecine vétérinaire sont deux domaines qu'on couvre pas. Par ailleurs, on a des domaines exclusifs. On est la seule université qui offre un programme en agriculture en français au Canada.
et la seule université qui offre un programme de foresterie au Québec et il y a 2 programmes au Canada. Il y en a un à UBC, un ici. Et d'ailleurs, à cet effet, un petit fait intéressant, on a une forêt de recherche qui est située à quelques 70 kilomètres au nord de Québec, 400 kilomètres carrés de forêt, pour permettre à nos enseignants, à nos chercheurs, de mener à bien leurs projets de recherche, d'exposer les étudiants à la formation en foresterie et dans tous les domaines connexes. Donc, et ça, c'est unique. Il n'y a nulle part ailleurs au monde où il y a une forêt d'une telle superficie qui est un terrain de jeu fantastique pour nos chercheurs et nos étudiants. Encore un exemple de cette imbrication, entre l'université et cette ville et ce cadre. Une telle forêt, moi, ça me paraît, complètement et c je pense que c'est mon côté très français qui reste malgré mes 3 ans au Québec, mais Des grands espaces. forêt, université, ça colle pas forcément, ensemble. Je n'imagine pas du tout. Pour moi, université, c'est, bâtiment, comme on disait tout à l'heure, salle de cours, plutôt en mode amphithéâtre, 600 personnes et là, depuis qu'on discute ensemble, j'entends parler d'accompagnement individuel, de petites classes, Bah, d'inclusion aussi, hein, beaucoup. d'inclusion énormément et d'imbrication avec la vie de la nature, avec cette forêt, avec ces et Dieu sait que la forêt, c'est quelque chose d'important au Québec et au Canada. Hem, ces logements, cette préoccupation, parce qu'au-delà du nombre de logements qui ont été cités, il y a l'idée de se dire: «OK, mais il y a aussi des logements en ville». Enfin voilà, il y a pas c'est important, enfin ce côté bien-être. Hem, je commence à mieux comprendre pourquoi l'université Laval est à ce point, imbriquée. Mais vous savez, pour nous, c'est extraordinaire d'avoir des étudiants qui diplôment de chez nous et ensuite, bon, ils peuvent rester dans notre société et y contribuer ou retourner chez eux et partager leur expérience en disant: «Tu sais quoi? J'ai eu une expérience fantastique, à l'université Laval, je te la recommande». Ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Alors, mieux vaut bien les traiter quand ils sont ici. Bah, en tout cas, je peux confirmer que ça fonctionne très bien puisque dans une de mes précédentes, sociétés, mon premier contact, je crois, avec le Québec et celle qui m'a donné envie de venir est une ancienne de l'université Laval et elle m'en a dit plus que beaucoup de bien. Ça Bah, marche. puis ça marche d'autant plus que moi j'ai une affinité particulière parce que, j'ai une de mes filles qui a fait 3 ans à l'université Laval et qui en dit que du bien aussi donc c'est tout ça. Forcément. C'est quoi l'avenir de l'université Laval? On parlait de projet tout à l'heure, de construction. Elle est déjà tellement grande et tellement, je vais dire, importante, mais on a les 2 sens du terme, au sein de la communauté québécoise et de Québec. On a presque du mal à imaginer qu'elle puisse devenir encore Ouais, plus il y a grande et toujours du puisque travail à faire. Je vous dirais dans notre, plus récente planification institutionnelle, le concept qui est au cœur de nos orientations, c'est, être une université d'impact. Donc justement, ce lien avec la société, avec la pertinence de ce que l'on fait, hein. Ce que l'on fait, ça a une utilité sociale, une utilité, dans tous les sens et on souhaite le perpétuer. Même un chercheur ou une chercheuse qui travaille dans le laboratoire avec la science la plus fondamentale, il y a une retombée sociale, une retombée pour la communauté. On essaye de développer cet aspect-là. Si je veux aller de façon plus précise, un des grands enjeux, bien évidemment, c'est composer avec l'intelligence artificielle. On a lancé un forum permanent, ou on s'apprête à lancer, qui va regrouper des acteurs, donc des étudiants, des profs, des professionnels, des experts, de la société en matière d'intelligence artificielle pour voir comment l'université peut, être au-devant de la vague et non pas à la traîne. Et donc, non, on a beaucoup de travail, devant nous, hein. ouais, il y a encore à faire, mais c'est chouette. On a commencé par mettre en avant les valeurs, j'allais dire, historiques. Après les valeurs vraiment humaines, l'inclusion, l'accompagnement et là Bah, l'évolution on encore, finit si sur, possible. l'intelligence artificielle et cette, pour une université qui forme les nouvelles générations, bah, voilà, on est dans l'histoire, mais dans l'avenir. Il y a un autre enjeu qui est très cher à l'Université Laval depuis longtemps, c'est toute la notion de la durabilité, du développement durable. Très tôt dans les années 70, on a commencé à poser des actions très concrètes
en matière de développement durable, alors que c'était pas un concept qui était très au goût du jour. Aujourd'hui, ben, on récolte un peu les bénéfices de ce qu'on a semé il y a 30, 40 ans, et on est une université qui se démarque par son engagement en action climatique, son engagement envers les objectifs du développement durable de l'ONU. Et ça, c'est très important pour l'université. D'ailleurs, vous voyez que j'arbore Ouais, j'ai vu. l'anneau des ODD de l'ONU. Euh, Évidemment, j'ai la moitié de mon vice-rectorat qui se consacre au développement durable, c'est normal, mais on est très fiers de ce que l'on fait. Quand on regarde les grands classements internationaux, comme par exemple le Times Higher Education, le classement Impact, ben, on réussit à se classer parmi le top 2 des universités dans le monde qui contribuent à l'atteinte des objectifs du développement durable. Et on est première ou deuxième université francophone dans le classement. C'est c'est ce qu'on disait au début. C'est incroyable qu'une telle université, qu'une telle institution ait pu se développer dans cet environnement et c'est à la fois incroyable et après quand on en discute, ça semble parfaitement naturel et évident. Mais c'est un effort de communauté, hein. Si on atteint on s'élève dans ces classements-là, c'est parce que les gens sont engagés, les étudiants, et il y a peut-être une espèce d'effet de cercle vertueux. Les étudiants qui viennent vers nous sont des étudiants qui croient en nos valeurs, ou du moins on le souhaite, et qui contribuent à notre belle mission. François, on arrive au terme de ce podcast, de cet épisode. Un grand merci. Un grand merci de nous avoir, accueillis dans ce lieu, à la fois prestigieux, chargé d'histoire, chargé d'avenir, chargé de savoir aussi. C'est toujours impressionnant. Vraiment un grand merci. Traditionnellement sur ce podcast, c'est Christelle qui pose la dernière question. C'est le moment où je me tais. Je sais que c'est le moment que tu préfères. Pas du tout. Merci François et à toi Christelle. Alors François, déjà, je vais, vous remettre la petite mascotte d'Objectif Québec. Puis, bah, comme on est, en plus partenaire, bah, ça fait du sens. Donc c'est Chouchou, la Alors, mascotte. chouchou m'accompagnera Voilà, désormais. voilà. Et la dernière question que je pose, c'est qu'est-ce qui vous rend, François, fier d'être québécois? C'est une grande question, ça. Je sais, vous avez tout votre temps. Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup voyagé. Je suis professeur de sciences politiques et j'étudie le comportement électoral dans les démocraties émergentes. Donc, l'international, pour moi, je le vis depuis une trentaine d'années. Et c'est en voyageant que j'ai découvert mon chez-moi, le Québec. Peut-être pouvez-vous dire la même chose, là. On met les choses en perspective, on gagne en perspective. Donc, et je vous dirais, le Québec un milieu accueillant, ouvert, où on peut débattre des choses dans une sécurité absolument extraordinaire. Et pour moi, ce sont des éléments qui sont fondamentaux. L'ouverture, la sécurité, la liberté de pouvoir dire ce que l'on pense. Et au-delà de la liberté, c'est on met en valeur l'engagement des gens. Et c'est un peu. Et je suis très heureux à l'Université Laval parce que je pense qu'on l'incarne bien. Merci beaucoup François, Merci merci, beaucoup. merci Jean-Michel et puis, à tantôt. À tantôt. Merci à vous deux.